Merci Yves, brillant comme d'habitude. Alors, on va procéder selon notre rite habituel. Je vais soumettre à chacun des quatre personnes qui ont bien voulu nous rejoindre aujourd'hui, les quatre experts, chacun à son niveau, quatre questions auxquelles je leur demanderai de bien vouloir répondre. Alors, je crois que les présentations, je vais aller très très vite. Yves, tout le monde le connaît. Je voudrais simplement rappeler qu'il est professeur émérite à l'université Lyon 2, pardon, et à l'Institut d'études politiques. Oui, bah oui, mais bon. Et il a dirigé longtemps le laboratoire d'aménagement, économie et transport à Lyon, qui est une référence dans le domaine économique, évidemment. Dans l'ordre, j'allais dire, à côté de lui, Yann Mongaburu est depuis... non, mais j'ai beau faire un effort, ça ne marche pas. Donc, voilà. Tu veux que je le mange? Oui. Oui. Mais je te l'ai dit qu'il ne marchait pas. Alors, Yann Mongaburu est depuis juin 2014, sauf erreur, vice-président délégué au déplacement de la métropole de Grenoble et en même temps président du SMTC, syndicat mixte et transport en commun de la ville. Bon, et c'est un activiste au bon sens du terme depuis longtemps dans le domaine de l'écologie, hein, et depuis qu'il était étudiant et jusqu'à donc aujourd'hui. Et il est aussi par ailleurs, je pense que c'est toujours vrai, Yann, vice-président du GART, hein, et administrateur du club des villes cyclables. Parfait. Ensuite, François Poupard, je vais aller encore plus vite. Je voudrais rappeler simplement qu'il est ingénieur en chef. Je demandais pourquoi il n'était pas ingénieur général, mais parce qu'il est trop jeune. C'est uniquement pour ça. Hein. Bon. C'est fait, ça vient d'être fait. Pardon, bravo. Donc, des ponts, des eaux et forêts. Il a dirigé l'opérateur public Hauts-de-Paris. Il a été directeur départemental des routes d'Île-de-France, donc il connaît quelque peu le sujet de l'écotaxe, par exemple, qu'il a eu à finir de gérer, mais il l'avait géré aussi avec Frédéric Cuvillier, dont il a été l'un des collaborateurs, et il a travaillé aussi avec Bertrand Delanoë à la mairie de Paris. Et enfin, à ma droite immédiate, qui est d'ailleurs à droite, François Durovray, je me trompe? Non. Bon, ancien maire de Montgeron, et qui préside depuis avril 2015, c'est bien ça, le conseil départemental de l'Essonne. Et il est lui aussi, il est depuis août 2015 président de la commission mobilité de l'association des départements de France et administrateur du STIF, devenu, comme chacun sait, Île-de-France Mobilité. Voilà. Et il préside aussi la communauté d'agglomération du Val d'Hier, Val de Seine. Bon, donc... Il est membre du conseil d'orientation des infrastructures. Bravo. Merci de le préciser, Louis. Pierre. Bon. Yves. C'est pas Yves? C'est Philippe. Non, mais attends. Qu'est-ce qui a appelé tout à l'heure Michel Savy? Il a été Pierre Savy. Alors qu'il s'appelle Michel. Il n'y a pas que moi qui me plante. Allez, soyons plus sérieux. Alors, ce que je vous propose à chacun d'entre vous, si vous voulez bien, donc Yves peut-être moins que les autres, parce que tu ne vas pas commenter ta propre présentation, mais je vous propose, tu pourrais le faire, mais je vous propose de réagir à ce que vous venez d'entendre dans la bouche d'Yves, avec l'idée de dire, est-ce que cette tentative d'objectivation de cette question très débattue des coûts, des effets externes des transports, peut contribuer à chacun en ce qui vous concerne, à faciliter, c'est une question très globale et très générale, on rentrera dans les détails après, l'élaboration de politiques publiques équilibrées et consensuelles. Yann, par exemple, pour commencer. Bien sûr que ce travail-là, il est très bienvenu. Il faut, ceci dit, parce que on a un peu souri sur l'aspect technique des choses, mais c'est loin d'être technique ce qui nous est présenté. Moi, je voudrais revenir sur trois éléments qui sont au moins très politiques dans cette analyse-ci. D'abord, c'est la question du rapport au temps. Et c'est relevé très justement dans la note qui nous est présentée.
avec un changement dans le rapport au temps qui a toujours été la grille de lecture des transports depuis des années, et où on voit, notamment dans le mode urbain, plutôt un re-questionnement de la part des populations et des élus sur est-ce que la question du temps est véritablement la question discriminante, prioritaire dans une politique de mobilité. Et je crois que ça l'est de moins en moins, et le rapport à la vitesse, notamment en ville, avec l'exigence de modération de vitesse, nous indique plutôt un re-questionnement du rapport au temps. La deuxième question, mais tu le disais, qui n'est pas dans l'évaluation, et je me permets du coup de mettre les pieds dans le plat, c'est la question du foncier. Parce que quand on aborde le mode urbain, le choix des modes de transport consomme de l'espace foncier, et Dieu sait qu'en ville, l'espace foncier est particulièrement rare. Et que suivant le mode de déplacement qu'on utilise, ou qu'on n'utilise pas, parce que c'est aussi vrai pour le stationnement, on privatise une partie d'espace public avec un enjeu sur le foncier en ville et son partage qui est terriblement fort. Ces deux éléments en préliminaire, nous avons besoin collectivement de progresser dans le coût social des transports. La prise en compte du coût social, et c'est l'exercice qui est proposé ce matin. Le syndicat mixte que j'ai l'honneur de présider avait fait une analyse du coût social des transports dans le territoire grenoblois en 2010, qui nous montrait à l'époque que malgré les investissements majeurs à l'égard des transports publics dans notre territoire depuis 40 ans, on avait encore la majorité des investissements publics qui étaient consacrés à l'usage de la voiture. Et ça a été une douche froide pour tous les décideurs, parce qu'avec des investissements majeurs consacrés par les collectivités publiques, on s'est rendu compte, en analyse consolidée, que l'argent public allait encore majoritairement à l'usage de la voiture. Avec y compris en mode urbain, ce que tu dis très bien dans ta note, un taux de couverture par les différents modes de mobilité qui ne ressemblait pas du tout à l'image que les uns et les autres en avaient. Je parle en mode urbain, dans le territoire grenoblois, ça vaut pour chez nous, 50% de l'usage du vélo pris en charge par l'usager, 70% de l'usage 30% de l'usage des transports publics par l'usager, 20% de l'usage de la voiture pris en charge par l'usager dans notre territoire grenoblois en mode urbain. Ça nous renverse quelques représentations qu'on peut avoir sur ce qui a été réalisé. Le dernier intérêt que moi je trouve très fortement à ce questionnement, c'est de penser la tarification et les gratuités, parce que des gratuités, il y en aura, et je ne pense pas forcément à celles qui animent le plus le débat public, mais en fait des gratuités, il y en a aujourd'hui et il y en aura demain, de penser la tarification et les gratuités dans un système de mobilité, parce que chacun est interdépendant de l'autre, au moins pour une raison, c'est qu'il n'y a pas que le coût réel de la mobilité, il y a le coût perçu. Et c'est bien le coût perçu qui influence le choix de mobilité de l'un ou de l'autre. Est-ce que j'ai une représentation que mon déplacement va me coûter tant ou va me coûter tant? On est bien loin de seulement la question du ticket de bus et de seulement la question de la tarification du stationnement ou de l'essence, à la condition que nous ayons réussi à internaliser les externalités dans le coût des déplacements et d'arriver à penser la tarification des mobilités dans son ensemble et pas de façon séparée les unes des autres. C'est très clair, merci Yann. Je propose que notre second grand élu, François Durovray, réponde à cette première question d'analyse, de réaction générale à la note d'Yves et de Martin. Bonjour à tous d'abord. C'est vrai que lorsque je suis arrivé ce matin, j'ai échangé avec quelques-uns et on a échangé nos impressions sur la note produite par Yves Crozet, qui est connu et respecté pour ses analyses sur l'économie des transports, et on est tous arrivés à la conclusion qu'on avait un peu mal au crâne parce qu'il abordait un certain nombre de sujets extrêmement complexes. Mais je crois que le mérite de cette note, c'est avant tout de nous éclairer et d'éclairer notamment les élus sur cette économie des transports et sur l'ensemble des coûts qui ne sont pas forcément pris en compte. C'est une aide à la décision et à la compréhension des mécanismes, et ça ne reste qu'une aide à la décision. Et c'est là où moi je voudrais intervenir, parce que effectivement, l'étude qui a été produite montre toute la complexité de la construction d'un coût dans l'économie des transports.
et montre également les limites de l'exercice par rapport, et je rejoins complètement ce que vient de dire Yann, par rapport à la compréhension que peuvent en avoir les usagers citoyens. Et toute la question, peut-être, et d'ailleurs pour qu'on essaie de progresser ensemble, parce qu'il y a encore un monde entre ce qui nous est produit par les scientifiques et la perception que les élus peuvent avoir de ces questions-là pour prendre des décisions, c'est d'intégrer la question du comportementalisme. Je sais que l'économie s'intéresse de plus en plus à ces questions-là. Il y a eu des prix Nobel d'économie, je pense à Kahneman qui a notamment publié un bouquin extrêmement intéressant, Système 1, Système 2, qui montre justement qu'au-delà des principes économiques, il y a des comportements humains qui viennent interagir avec des principes économiques. Et je trouve que dans cette étude, il y a les bases aujourd'hui pour construire ces éléments comportementalistes. Il n'y a évidemment pas que les données économiques qui comptent dans le système de transport. Et notamment en tant qu'élu, moi je suis très attentif à d'autres données éminemment politiques qui sont liées d'abord à des besoins de mobilité qui sont croissants et qui évoluent de façon extrêmement rapide. Le milieu de la mobilité, on parle d'une société qui change, mais dans le domaine de la mobilité, ça change peut-être encore plus vite que dans notre domaine. Et donc de quelle manière nos concitoyens vont aborder les questions de mobilité, quelle va être leur demande de mobilité dans les années qui viennent, et quel va être également leur rapport au territoire. Et ça, c'est à mon sens une donnée extrêmement importante, parce que lorsqu'on est élu, on n'analyse pas l'offre et le besoin d'infrastructures uniquement au regard de l'utilité économique ou des coûts et des bénéfices économiques, mais aussi du rapport qu'on fait de ces infrastructures à la société. On fait société quelque part au travers de ces infrastructures. Et il va falloir continuer à travailler ensemble, les élus, les scientifiques, pour essayer, à mon sens, de progresser sur cette question-là qui me semble au centre du sujet. En tout état de cause, et je terminerai là-dessus, c'est vrai que pour nous élus, je crois que cette étude, elle est extrêmement importante, déjà pour faire de la pédagogie et pour montrer à tous les usagers, quels qu'ils soient, les bénéfices et les coûts des différentes mobilités. Parfait, merci beaucoup. François Poupart, je ne pense pas que l'étude d'Yves et de Martin ait bouleversé votre culture transport, dans la mesure où vous êtes au cœur de ces politiques et que vous connaissez tout ça parfaitement. Néanmoins, quelle est l'analyse rapide que vous en faites et la manière dont elle peut, à vos yeux, faciliter, j'allais dire, la décision politique? D'abord, je voudrais féliciter Yves Crozet pour ce travail effectivement très complet et surtout très pédagogique qui dresse un état de l'art à un moment donné. Alors, l'état de l'art en matière de transport évolue pas tant que ça, mais enfin quand même, il y a des idées nouvelles et donc là, on a un bon panorama. Alors, c'est des questions à la fois théoriques et à la fois extrêmement pratiques. C'est-à-dire que vous avez peut-être entendu, par exemple, un petit débat là, qui commence à avoir lieu entre les fédérations de transport routier, de marchandises et le gouvernement. Les uns disant on paye 40 milliards, les autres disant vous mettez que 14 milliards sur la table, où est la différence? Les troisièmes disant oui mais c'est 20 milliards, les quatrièmes disant il y a aussi les effets externes, enfin on finit par plus rien y comprendre. C'est principalement dû au fait que chacun parle de son point de vue en donnant des chiffres de nature générale et effectivement on ne sait plus où sont les milliards. Alors ce que je voudrais dire, je partage complètement l'analyse de ce que il y a deux mondes en matière de transport. Il y a le monde, on va dire pour simplifier, pendulaire urbain et le monde occasionnel ou longue distance interurbain. Et la couverture par les usagers des coûts n'est pas du tout de la même nature dans un monde et dans l'autre. Entre les deux, il y a deux choses qui vont se glisser. Entre le fait que, par exemple, on est prêt à payer son prix d'autoroute, son tarif d'autoroute concédé à peu près à la couverture des coûts complets et même une partie des coûts externes, on est prêt à faire ça en interurbain et en urbain c'est beaucoup plus difficile. La première raison, c'est qu'entre les deux se glisse la congestion. Alors la congestion, c'est un truc assez bizarre parce que c'est à la fois un coût que ressent l'usager très directement, parce qu'il perd du temps et le temps c'est de l'argent comme chacun sait, et toutes les heures et les minutes que je vais perdre dans les bouchons sur le périphérique me coûtent parce que ça pèse sur ma vie. Ça pèse d'autant que, comme on est en pendulaire, on a chacun dans la journée un budget à consacrer au temps, au transport, pardon. Et c'est marrant parce que ce budget temps, il est assez invariant en fait.
On a un budget-temps pour l'agglomération parisienne, un autre pour les agglomérations de province. C'est à peu près toujours le même depuis une quarantaine d'années, tout simplement parce que dans la journée, il faut dormir, manger, travailler, se déplacer, puis après, il n'y a plus tellement d'heures pour faire le reste. Et donc, du coup, ce temps qu'on va passer dans les bouchons nous pèse et nous coûte, mais en même temps, comme disait Yves Crozet tout à l'heure, il est complètement internalisé. Il est internalisé parce que, du coup, il reflète une donnée de marché. D'ailleurs, quand on fait des modèles de déplacement, on internalise complètement le coût du temps, qui devient même le coût principal dans le calcul, je dirais, des choix des agents économiques. La deuxième chose sur la congestion, c'est qu'en fait, quand on réfléchit, la congestion est complètement consubstantielle à la ville. Sans ville, pas de congestion. Et d'ailleurs, la ville est un phénomène très centripète, où les gens viennent parce qu'il y a de la densité, et puis centrifuge parce que la congestion tend à les écarter vers l'extérieur, elle se reflète, par exemple, dans les coûts fonciers. Hein. Et donc, on a ce double phénomène. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le temps perdu, finalement, c'est peut-être pas la bonne mesure dans les agglomérations. Et ce qu'il faut regarder, c'est le temps perdu divisé par la densité de la ville, ou dit autrement, ce que les communistes appellent l'accessibilité offerte par les déplacements, parce que c'est bien de se déplacer, mais c'est surtout bien d'aller à un endroit et d'aller faire un certain nombre d'activités. Une ville très dense peut se permettre d'avoir des déplacements très lents. D'ailleurs, l'agglomération parisienne a une certaine vitesse de déplacement en banlieue, mais à Paris, 50% des déplacements vont se faire à pied parce qu'il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus vite que le déplacement à pied, parce qu'on est dans une ville très dense. Donc cette analyse de la congestion, elle est quand même très difficile à attraper, et c'est pas complètement qu'un coût externe, c'est aussi un coût internalisé, et la façon dont on va le tarifer va refléter dans le débat politique le fait que les usagers aussi disent « ça suffit, j'ai déjà perdu du temps, alors si en plus il faut que je paye », parce que justement l'usager a déjà internalisé une partie de ce coût. La deuxième chose qui vient se glisser entre le coût internalisé et le coût externe, c'est le long terme. Alors tout à l'heure vous parliez de réinterroger le temps, je vais réinterroger le temps mais d'une autre façon. Quand on regarde le long terme, en fait, on fait toujours des calculs d'économistes sur l'actualisation des effets de long terme. C'est-à-dire que on actualise, bien sûr, un effet est plus important s'il est demain que s'il est dans 100 ans, mais entre les deux, il va y avoir le taux d'actualisation. Et la question du taux d'actualisation est très importante, parce que si on est sur un taux d'actualisation fort, au-delà de 10 ans, il ne se passe plus rien, c'est invisible. Mais en même temps, si au-delà de 10 ans, mettons dans 12 ans, la planète disparaît, ou alors on a des cataclysmes dus à l'effet de serre, alors ça devient très important. Et donc si on a un taux d'actualisation trop fort, on va faire disparaître des effets de moyen terme à 20-30 ans, qui peuvent être très considérables. Là, on a une question qui n'est pas complètement résolue, ni par la littérature, ni même par les valeurs tutélaires, parce que c'est des débats, quelle est la valeur du temps, et finalement, à combien j'estime le fait de payer plus cher aujourd'hui que demain. Et donc ces deux questions, la valeur de la congestion et la valeur d'actualisation, sont des questions apparemment qui sont des questions marginales dans l'analyse économique, mais en fait, quand on s'intéresse aux villes, elles sont totalement centrales. C'est plus des effets de bord. Ça vient totalement tordre les analyses qu'on peut faire. Donc, on est là sur quelque chose qui est vraiment très central, parce que internaliser les coûts de la route direct, en fait, c'est du péage, mais tout ce qui se passe autour, c'est difficile à monétariser.